C'est parti pour 20 km à peu près jusqu'à Villadangos del Páramo. Et comme il a plu hier après-midi, eh bien on va repasser par la cathédrale parce que je voulais prendre des images de la cathédrale, mais il pleuvait. J'ai l'impression que cette année, c'est l'année des rénovations. La basilique San Isidro est elle aussi en rénovation. À tous les coups, ils ont trouvé le trésor des Templiers en Espagne. Alors, on est sorti du centre historique et maintenant il n'y a plus qu'à sortir de la ville elle-même. This probably looks so crazy. Bien, on a pris un petit café, pas très loin de la sortie de Léon. Et qui est-ce qu'on a vu? David, le New-Yorkais. Alors les probabilités pour qu'on le rencontre dans une grande ville comme ça, eh bien elles étaient extrêmement faibles. Du coup, notre arrêt s'est prolongé. Et David, il s'est fait mal à la cheville, donc il est resté quelques jours à Léon avant de repartir. Et on discutait des mérites bâtons ou pas. Et a priori, il va aller acheter des bâtons. Alors, c'est toujours un peu long les sorties de ville, mais bon, pour l'instant, c'est supportable parce qu'il ne fait que 21 degrés. Alors là, c'est une passerelle à pèlerins, mais qui est condamnée. Et donc, on va monter sur ce pont-là, là où il y a les voitures. D'après ce que j'ai lu sur le site Gronze, la passerelle bleue est illégale et doit être remplacée par un passage souterrain. On a quitté la grande avenue au prix d'un petit raidillon. On ne devrait pas tarder à arriver à la Virgen del Camino. Et là, il y a deux possibilités. Si vous comptez vous arrêter à Villadangos del Páramo
comme nous, eh bien, il va vous falloir prendre la variante nord, c'est-à-dire continuer tout droit, hélas le long de la nationale. Si en revanche vous ne comptez pas vous arrêter à Biadango del Paramo, prenez plutôt la variante sud. Et elle est beaucoup plus sympa, elle passe au milieu des champs. D'accord, c'est plat, mais c'est pas le long de la nationale. Le chemin historique, qui est la branche nord, et la variante sud par Billars de Massarife se rejoignent à Puente de Orbigo. Enfin, Puente de Orbigo, Hospital de Orbigo. Et la variante sud, me semble-t-il, entre Léon et Hospital de Orbigo, est plus longue de 4 ou 5 km. De toute façon, quelle que soit l'option que vous preniez, vous n'échapperez pas à la traversée de ce polygone industriel. Mais là, ça va, ça circule pas beaucoup. Là, on est en train de cuire au milieu du bitume et du béton. Et j'ai regardé les prévisions météo, ils ont prévu une vague de chaleur dans 2-3 jours. Le pire, je crois que ça va être dimanche. Bon, je pense qu'on va faire une petite halte parce qu'on a fait un bon bout de chemin. Bien, après cette pause banane, il est temps de repartir et il nous reste à peu près 13 km et demi à faire. Et il fait déjà 27 degrés. Et si vous avez vu de l'eau tomber du store du bar tout à l'heure, c'est pas parce qu'il pleut, c'est juste le tenancier qui rafraîchissait les tables et le trottoir. Et vous aurez peut-être remarqué que j'ai un nouveau chapeau. Mais tout simplement parce que mon vieux chapeau, que je traîne depuis déjà des années, a disparu. Et ça, c'est la basilique de la Virgen del Camino. Je vous disais donc que mon chapeau a disparu. Eh bien, il a disparu au petit matin probablement dans le dortoir de Reliegos. Je l'avais posé sur une chaise juste à côté de nos lits superposés. Et tout le monde pratiquement est parti à 6 heures du matin. Et d'habitude, je le mets toujours dans la poche arrière de mon sac à dos. Et au moment de vouloir le prendre au cours de l'étape, le chapeau n'était plus là. Et je ne me souvenais pas de l'avoir mis dans la poche arrière de mon sac à dos le soir avant de me coucher. Ça me rappelle l'épisode des chaussures de Roncevaux, où un gars avait pris mes chaussures sans même se demander si c'était vraiment les siennes. Il avait failli partir avec. Décidément, ce Camino est de plus en plus mal fréquenté. Alors c'est ici que la voie historique continue tout droit et que sur la gauche c'est en direction de Billars de Massarife. Et comme nous on s'arrête à Biadango del Paramo, eh bien on continue tout droit pour tout un tas de raisons. Pour en revenir à mon histoire de chapeau, c'est pour ça qu'hier après-midi, outre la routine habituelle, un peu de repos, manger, etc., il a fallu se mettre en quête d'un magasin où je puisse trouver un chapeau qui me convienne. Et j'ai trouvé, je crois que c'est le même. Et ce chapeau, je l'ai trouvé à la tienda Armeria Castro, qui est dans le centre historique. Alors il y a 2 boutiques dans la même rue, de chaque côté de la rue. Une qui est plutôt consacrée à la chasse et à la pêche, et une autre plutôt à la randonnée. Voilà, information au passage,
si jamais quelqu'un vous pique votre chapeau ou alors pique vos chaussures pointure 45 sans s'en apercevoir alors qu'il chose du 41. Et comme ça, vous n'aurez pas à courir au Décathlon de Léon, qui est à un bon kilomètre et demi du centre, au bord du boulevard qui ceinture la ville. On voit qu'en face quand même c'est plutôt gris. Hier on a eu des nouvelles de nos amis vosgiens Catherine et Anastasio qui sont arrivés à Ponferrada sous un gros orage. Voilà, on va passer ce autoroutier. Il y en a aussi un sur la gauche à passer si vous prenez l'option Villar de Massarife. Si vous prenez ce passage souterrain, attention, il y a une différence de niveau à peu près au milieu du passage. Bien, maintenant que nous avons passé ce nœud autoroutier, il est temps d'en revenir au procès des Templiers et aux auditions devant la commission pontificale. La défense des Templiers s'organise sous l'impulsion de Ponsard de Gizy, commandeur de Pins. Le commandeur de Pins récuse toutes les accusations émises à l'encontre des Templiers, mais la riposte va venir du prévôt de l'église de Poitiers, Philippe de Vouette. J'ai dans cette enveloppe. Je vous laisse trouver la référence à un épisode de la vie politique française qui date déjà de quelques années. J'ai dans cette enveloppe une lettre de Ponsard de Gizy lui-même. Ponsard de Gizy qui nie les crimes reprochés aux Templiers, mais qui dans cette lettre dénonce lui-même au pape des crimes odieux contre l'Église. En fait, ça aurait été plus marrant si j'étais un bon imitateur. Hélas, ça n'est pas le cas. Bon bah ça circule pas mal en fait. Discipline laissant à désirer chez les Templiers. Ouais bon, c'est pas l'anarchie non plus. Et puis peut-être que nos gars étaient trop enthousiastes. Recrutement de voleurs et de meurtriers contre rétribution. Ah c'est sûr que c'est pas en restant assis dans un presbytère à boire du pinard et à se gaver d'hostie qu'on pouvait lutter contre les Sarrasins. Ah commandeur, je ne vous permets pas, sans nous. Quoi, sans nous, vous auriez défendu les pèlerins à grands coups d'encensoir? Monseigneur l'archevêque, veuillez noter l'insolence du prévenu. Alors ici, éventuellement, vous pouvez rejoindre Villar de Massarife par cette route-là, si jamais vous changez d'avis en cours d'étape, ce qui, de mon point de vue, serait tout à fait compréhensible. Et là, c'est à la sortie de San Miguel del Camino. Notez aussi, monsieur l'archevêque, que dans son courrier, Ponsard de Gizy fait état de défloration de sœurs admises dans l'ordre. Ah, alors là, à votre place, je me ferai tout petit. Parce que si on commence à parler des turpitudes du clergé, je sens que cette audience va continuer jusqu'au XXe siècle. Ouais,
Ouais, mais cette lettre, ça veut rien dire. C'est parce que le trésorier de l'ordre m'avait insulté. Il avait dit que j'étais plus mauvais en calcul mental que Bruno Le Maire. Cette lettre remet en cause la crédibilité du commandeur de pain qui, craignant de subir de mauvais traitements de Philippe Devouette ou de Jean de Janville, s'assure auprès de la commission qu'il n'en sera rien. La seconde comparution de Jacques de Molay devant la commission pontificale ne semble pas améliorer la défense de l'ordre, puisque Jacques de Molay n'a pas profité du répit qui lui était accordé pour préparer la défense et veut toujours s'exprimer uniquement devant le pape. Pour le gouvernement français, la défense de l'ordre semble bien mal engagée et donc le procès bien parti. Et c'est ainsi que Philippe le Bel demande à ses sénéchaux et à ses baillis d'amener les chevaliers devant la commission tout en les isolant les uns des autres pour éviter toute collusion. La deuxième session de la commission pontificale aura lieu le 3 février 1310 et le mouvement de défense des Templiers initié par Ponsard de Gizy aura pris de l'ampleur entre les deux sessions de la commission. Au cours de cette session, de plus en plus de chevaliers prendront la défense de l'ordre, sauf Jacques de Molay qui persiste à vouloir ne parler qu'au pape. Il parle d'un chef. Évidemment, ce raidissement de la défense ne va pas plaire à Philippe le Bel, pour qui le procès se prolonge un peu trop. Mais de tout ça, nous parlerons plus tard, et peut-être pas demain, parce que demain, nous avons une toute petite étape jusqu'à Hospital d'Erbigo et la fin de la Meseta. Et nous sommes à moins de 300 km de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce qui veut dire que jusqu'ici, nous avons fait plus de 1200 km. Et le temps devient de plus en plus orageux. Bon, on va pas tarder à arriver à Villalongos del Páramo, qui doit être grosso modo 2 km. Et prenez cette variante nord si vous tenez absolument à suivre la voie historique, pour peu que ça ait encore du sens, parce que en Milan, les chemins suivis par les pèlerins sont plutôt devenus des routes. Mais bon, grosso modo, c'est l'itinéraire de la voie historique. Donc prenez cette variante nord et prenez-la aussi si vous êtes fan de bruit de camion. Il y a peut-être que le dimanche que c'est un peu plus calme, mais je parierai pas là-dessus. Sinon, pour aller de Léon à Hospital d'Orbigo, prenez plutôt par Billard de Massarife. C'est nettement plus cool. Et en plus, il y a des hébergements, donc vous n'êtes pas obligé de faire les 35 ou 36 km entre Léon et Hospital d'Orbigo par cette variante. Et nous, on va peut-être faire une petite pause casse-croûte à l'entrée de la ville, dans un resto routier. Comme ça, on aura des prix plus raisonnables que les prix pèlerins du Camino. Et si on s'arrête à 2 km de l'arrivée, c'est aussi parce qu'on a une bonne heure d'avance sur l'horaire d'ouverture de l'albergue. Alors, vending, ça doit être un mix entre vender et selling, ou vendre et selling, si jamais ça intéresse quelqu'un, mais c'est peut-être pas là que je m'installerai.
bien après cette pause très bon sandwich. Il est temps de repartir et il nous reste à peu près 2 km à faire. Tout à l'heure, avant de faire la pause, je vous parlais des prix dans les restos routiers. Eh bien, c'est un bon 50% moins cher que les prix le long du Camino. Et pour ça, je me base surtout sur les prix des platos combinados qu'on retrouve à peu près partout et plus ou moins sous la même forme. Alors cet immeuble est à louer. Il faut avoir envie. Voilà, nous arrivons à Villadangos del Páramo. Il ne reste plus qu'à trouver notre albergue qui s'appelle la Santa Siesta. Ça me plaît bien. Et voilà. Voilà, là aussi on va être installé dans notre petite cabine de bateau. Avec une petite lumière, une prise pour charger tout ce qu'il y a à charger. Et un tiroir pour mettre le sac à dos. J'aime bien. Voilà, fin de cette étape de 21 km et demi. Le long de la nationale 120, donc je le répète encore une fois, si vous ne vous arrêtez pas ici, passez plutôt par Villar de Massarife. Voilà, demain ça va être cool, ça va être une petite étape jusqu'à Hospital de Orbigo, 11 km et demi, ce qui va nous permettre de récupérer. Et demain, eh bien, nous en aurons fini avec la Meseta. Déjà, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.